trop de béton, en fait, finalement. Et on a besoin de nature, on a besoin de l'eau aussi pour ça. On a besoin de son paysage, de sa proximité. Un canal, un lac, un rue, un étang. Tout ça, ça participe à notre qualité de vie. Bien sûr. Et pourquoi pas imaginer qu'un jour, le lac d'Anguin soit totalement baignable. Ben, on aimerait bien. On aimerait bien. Ça dépendra de la qualité de l'eau. Et donc pour ça, il faut que nous fassions des efforts à tous les niveaux. C'est-à-dire du particulier jusqu'aux collectivités, aux entreprises, pour faire en sorte que cette eau soit la plus propre possible. La plus propre possible. Alors, comment dire, est-ce que, compte tenu du fait qu'il va pleuvoir de plus en plus fort, c'est annoncé par les climatologues, est-ce que vous allez construire de nouveaux bassins de retenue? Alors, si vous voulez, à la COP 21, qui s'est tenue au Bourget il y a maintenant 2 ans, nous avons participé et nous avons fait valoir notamment le principe qu'il fallait redonner de la place à l'eau, redonner, je dirais même, toute sa place à l'eau, et que si on ne lui redonnait pas toute sa place, de toute façon, l'eau, elle prendrait sa place. Et c'est ce que qui est vrai. Pierre Jalbert, on l'a vu dans notre région, cette fois-ci au mois de mai, au mois de juin, on l'a vu partout en France, parisienne, surtout dans le sud, à Morlaix, moi j'ai partout en France, on a vu que l'eau, on ne l'arrêtait pas. Alors, redonner, alors c'est le rôle du sage et de la clé, mais je voudrais quand même que nos auditeurs comprennent bien. Alors, on a bien compris qu'il y avait plusieurs communes, il y avait des syndicats intercommunaux, il y avait une partie du département. Alors, tout ça, c'est au fond l'étendue, la surface. Mais comment ça marche? Alors, d'abord, ça marche par une clé, la commission locale de l'eau, qui est en quelque sorte un grand parlement de l'eau et qui regroupe, c'est ça qui est intéressant, trois partenaires. Il y a à la fois des élus locaux, qui connaissent quand même un peu le terrain. Il y a à la fois un collège d'élus des services de l'État, parce que quand même, on a souvent, il faut le reconnaître aussi, au niveau de l'État, des gens qui sont parfaitement compétents, et puis aussi un autre collège qui est le collège des usagers. Donc tout cela se rassemble, et nous le faisons d'ailleurs depuis maintenant plus de 6 ans, donc c'est pas hier, tout ça prend son temps, avec des bureaux d'études, avec Aline Girard, notre directrice, qui anime tout ça. Et au bout du compte, et on y arrive, nous allons créer, et va sortir de toute cette réflexion des documents qui vont être envoyés à tous les maires du secteur concerné et qui qui devront appliquer les directives de ce qu'on aura imaginé. Et donc, redonner la place à l'eau, et redonner toute sa place à l'eau, c'est par exemple, comme nous l'avons fait en plein Sarcelles, où nous avons, au moment où c'est réalisé, Sarcelles complètement canalisé, rebouché tout ça, etc., et qu'on ne voyait plus du tout, c'est le petit rôle qui passe dans cette ville d'ailleurs. Donc c'est comme un petit rue, comment ça, oui, c'est un petit rue qui passe dans Sarcelles et qui avait été complètement bouché, c'est ça que vous voulez dire? Et quand vous questionnez un habitant de la plaine de France, de l'Est du Valois, pour lui dire est-ce que vous connaissez la rivière qui circule dans votre secteur, ou une des rivières qui circule dans votre secteur, bien sûr que nous avons perdu cette mémoire de l'eau. Lorsqu'il y a un grand fleuve, l'Oise, la Seine, ou un grand lac comme Anguin, on perd un peu moins. Mais dans la plaine de France, on a complètement perdu. Oui, on voit surtout les autoroutes, les aéroports. Et puis... Alors on a réouvert, c'est là où je voulais en venir, on a réouvert dans Sarcelles toute une portion de ce petit Rhône, on l'a remis à l'air libre, on a recréé des zones d'expansion, c'est-à-dire que si demain, Sarcelles avait subi des inondations importantes il y a quelque temps, si demain il y a un fort orage avec une extension, l'eau ne va pas monter en pression dans les tuyaux, etc., mais elle va s'étaler là où elle aura les courbes de niveau qui vont lui permettre de pouvoir s'étaler. Et c'est absolument ce qu'il faut faire. Alors justement, on va passer la parole à Aline Girard pour le SAGE, donc le schéma d'aménagement des gestions des eaux. Alors, quelle échéance allez-vous proposer aux maires pour faire, il y a sans doute des travaux, des investissements à prévoir? Alors, actuellement, nous sommes dans la dernière phase d'élaboration du schéma. Donc, le schéma est vraiment en cours d'écriture par notamment l'équipe de travail et par les membres de la commission locale de l'eau. Ce
schéma devrait être approuvé par cette commission locale de l'eau au mois de septembre. Je tiens à préciser que pour l'instant, les documents du SAGE sont sur le site internet du SAGE. Donc tout le monde peut les consulter, même le grand public. Voilà, tout le monde peut les consulter et justement en ce moment il y a une phase de consultation citoyenne qui permet justement de recueillir les avis de tout à chacun sur ces documents qui sont encore en phase projet, donc avant qu'ils soient approuvés par la clé pour qu'on puisse déjà tenir compte des modifications ou des remarques apportées par le public. Alors, est-ce que vous avez eu des remarques? Parce que je rappelle, on a déjà annoncé à l'antenne vos réunions qui étaient le 14 juin, le 15 juin et le 19 juin. Est-ce qu'il y a eu des remarques pertinentes que vous n'avez peut-être pas prises en compte? Les remarques que nous avons reçues, ce sont plutôt des questionnements sur la fonctionnalité ou des petites précisions que nous avions évoquées bien sûr dans le document, mais ça nous a permis de préciser les choses et d'être peut-être plus compréhensible et plus pédagogique auprès de tout à chacun. Voilà. Alors, donc vous voulez en fait redonner toute sa place à l'eau pour éviter justement qu'on soit inondé. Et puis, comme vous avez dit tout à l'heure, Jean-Pierre Angelbert, avoir de l'eau à côté de soi, c'est agréable. C'est un espace de sérénité, on peut venir s'y détendre. Donc je pense qu'effectivement c'est important. Quelles conséquences pour les usagers? Qui peut répondre à la question dans le futur? Qu'est-ce qu'on va voir se transformer, vous pensez, autour de nous? Alors pour l'usager, effectivement... Par rapport à ce schéma que vous voulez mettre en place. D'abord, il y a l'écoulement des eaux de pluie, etc., mais il y a aussi la préservation de la ressource. Et puis, pour l'usager, de redonner l'eau à proximité, de réouvrir toutes ces petites rivières, de les mettre en valeur, d'aménager les berges, de créer des cheminements piétonniers lorsqu'il y a des grandes chaleurs, comme on est en train de commencer à connaître parce que l'été arrive, se promener avec les enfants, etc., le long de ces plans d'eau, de ces circuits d'eau, c'est de tout temps, ça a été agréable, c'est ce qu'on a perdu et c'est ce qu'il faut c'est ce que vous voulez remettre sur notre secteur. Alors Aline Girard, en combien de temps ce schéma va-t-il s'appliquer? Et quels investissements pour les communes, puisqu'il y a 87 communes concernées, une moitié sur le Val d'Oise et l'autre moitié sur la Seine-Saint-Denis? Alors le schéma devrait être approuvé par arrêté préfectoral tout début 2020. Donc c'est à partir, parce qu'une fois que notre schéma va être approuvé par la clé, il va être soumis à la consultation du public, donc la consultation des assemblées et une enquête publique. Donc le public pourra de nouveau s'exprimer. Mais cette fois-ci sur des documents qui auront été validés et qui seront un petit peu plus finalisés. Voilà. Merci beaucoup Aline Girard. Je vous propose à tous une jolie pause musicale. On va écouter Wayne Brady dans Thriller, une reprise de Thriller. Ça vous convient ou... Est-ce que vous avez tout dit ou est-ce qu'il y a autre chose à dire? C'est bon, c'est très bon. C'est fait pour ça. Ah, vous partez? Pourquoi pas? Vous voulez pas écouter? C'est sympa la fin. Nous, c'est la détente après. J'appartiens, je suis natif d'une région où à volonté vivre à l'agriculture bruxelloise. On a le temps, 2 minutes. Et il y a un mec, il y avait des luthiers qui travaillaient le Alors Dominique, on commence par quoi? Alors que propose l'école exactement? Je ne vais pas dire ce que propose l'école, parce que ça va être un peu long. Juste à vous montrer les aides par rapport aux alors ensuite, si vous voulez, on va laisser sur la partie les goûts musicaux, vous voulez? Les goûts musicaux? Qu'est-ce que vous avez prévu, vous? Moi, j'ai pris l'étude du FADOC qui est sortie en 2015. Ah, d'accord. Ok. Qui lance un mur avec l'art mental en France. Mais par contre, ce que je peux faire juste en préalable, c'est évoquer assez rapidement la façon dont les imagines. Voilà, c'est ça que je voudrais. Oui, c'est ce que j'appelle les goûts musicaux. Voilà, d'accord. Comme ça, je peux faire une présentation de stabilisation de l'école ici. Ensuite, l'évolution de
on sert de l'eau. On sert de l'eau avec l'eau de l'éclat. Ah oui, vous pourriez faire ça sur le lac, hein, sur la scène flottante. Vous voyez? Je suis sûre que ça va plaire à Dominique Roland, le directeur du Centre des Arts, et à Philippe. Tout ce qui se fait sur le lac, ça les plaît. On y va, c'est parti. Voilà, vous avez entendu, on est sur IDFM au bar de l'économie. Mais si, c'est pas une émission jazzy musicale, non, mais c'était la version de Thriller de Wayne Brady. Vous avez vu, ça chante et ça danse, et c'est ce qui vous attend du 4 au 8 juillet à Enghien-les-Bains, à l'Enghien Jazz Festival, qui est proposé par le groupe Barrière. Tout de suite, justement, on enchaîne avec la musique et avec Dominique Théodosis. Alors, l'école de musique et de danse d'Enghien, rappelez-nous un petit peu ce qu'elle fait, son contexte. Alors, l'école, bonjour. Rebonjour. Bonjour Dominique. L'école de musique et de danse d'Enghien, c'est une école qui est en pleine évolution, puisqu'elle est permanente. Aujourd'hui, on est environ à 760 élèves reçus musique et danse, environ à peu près moitié-moitié sur la musique et sur la danse. C'est une école qui a développé une spécificité et qui est encore au classement. Cette spécificité, bien sûr, est en relation directe avec la politique culturelle de la ville, qui est orientée sur le numérique, ce qui fait que nous avons développé un département de musique assistée par ordinateur qui est un des rares départements en France la MAO, comme on dit. Voilà, musique assistée par ordinateur, et surtout parce qu'il a été formalisé en termes d'apprentissage sur 4 à 5 années, qui vont de la simple pratique sur une tablette jusqu'à la musique pour l'image, que ce soit pour le film ou pour le documentaire ou quoi que ce soit. Et donc nous avons aussi pris à bras-le-corps les directives de la DRAC, Direction régionale d'action culturelle, qui était de favoriser l'apprentissage et la médiation culturelle autour des pratiques instrumentales et de danse concernant les publics, et notamment au regard de l'apprentissage du spectacle et du spectateur, et tout en dispensant bien entendu les bases de l'enseignement traditionnel de la musique et de la danse à qui le souhaite. Et cela a des implications évidemment sur notre activité et sur le succès que nous rencontrons actuellement. Alors, est-ce qu'en introduction, je disais que les amateurs, ceux qui veulent apprendre un instrument, sont de tous âges? Est-ce que c'est le cas sur le public qui adhère à l'école de musique? Alors, en règle générale, presque partout en France, effectivement, on constate qu'il y a une sorte d'ouverture, on va appeler ça comme ça, des publics. Parce que usuellement, les conservatoires et les écoles étaient plutôt destinés à des jeunes publics. Et aujourd'hui, c'est un phénomène générationnel, vieillissement de la population, tout un nombre de critères sociologiques peuvent expliquer ce phénomène, mais il y a de plus en plus d'adultes, c'est clair. Et donc ça implique que nous devons, nous, en tant que structure d'apprentissage, de pratiques amateurs, nous devons nous adapter. Et effectivement, il y a toute une réflexion qui s'est faite autour de l'apprentissage. C'est aussi d'ailleurs la raison pour laquelle il y a beaucoup de structures associatives qui se sont mises en parallèle. Et c'est vrai que c'est un véritable sujet. Voilà. Aujourd'hui, il reste quand même une grande partie, la majeure partie reste la partie de l'enfance et de l'adolescence. Voilà. Et donc, est-ce qu'on peut connaître la proportion de ceux qui font de la danse par rapport à ceux qui ont choisi la musique ou le chant? Alors, il faut relativiser ces chiffres parce que très souvent, on constate que la pratique d'un instrument ou la pratique de la danse, c'est vraiment un critère sociologique. C'est-à-dire qu'en définitive, on a des personnes qui souhaitent pratiquer quelques types de disciplines artistiques, et en général, ils ne pratiquent pas qu'une, c'est souvent plusieurs. Et on peut dire que si on fait un calcul strictement statistique, on a vraiment 50-50 approximativement. Par contre, il y a beaucoup de gens qui font deux pratiques, qui font aussi de la musique et de la danse. La musique et du chant, en tout cas, là-bas. Alors, autre nouveauté à l'école de musique et de danse d'Enghien-les-Bains, c'est que finalement, vous devenez depuis un mois le musée Patsoglou, du sculpteur Patsoglou. Absolument. L'école, sculpteur grec, je rappelle. Qui était à Saint-Leu. Qui était à Saint-Leu. Voilà.
Absolument, donc effectivement ça rencontre d'ailleurs un vif succès, à la fois de par nos usagers, mais aussi par le nombre de visites que nous avons. Moi j'étais assez surpris de voir qu'il y avait pas mal de gens qui venaient spontanément comme ça, parce que bon, c'est un lieu qui est un lieu en fait aussi un lieu assez technique, donc on n'y rentre pas aussi facilement dans une galerie ou dans un musée. Et donc, en fait ça s'est particulièrement bien marié, si je puis dire, ça s'est harmonisé pour utiliser une terminologie musicale. Et en fait, ça permet de corroborer le fait que les écoles et les lieux d'apprentissage de pratiques amateurs sont de plus en plus des lieux de vie dans lesquels les gens viennent à la fois écouter des concerts, suivre des conférences, de tout style confondu, voir une exposition, rencontrer... D'ailleurs, vous en faites beaucoup dans l'année. Hein, oui, combien cette année? Alors, des concerts d'extérieur, de musiciens extérieurs ou de professeurs qui ont des carrières artistiques assez pointues, on en a fait environ une quinzaine, et on fait une petite quinzaine d'auditions aussi, ce qui nous fait environ 30 spectacles, plus tout ce qui suit. On ne chôme pas. On ne chôme pas, non, justement, parlons de l'évolution et des goûts. Peut-être à la fois de ceux qui veulent apprendre un instrument et puis aussi du public qui vient écouter des concerts. Qu'est-ce qui plaît? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent nos jeunes élèves? Il y a un très grand éclectisme qui se met à jour et qui est lié d'ailleurs aussi à des phénomènes sociologiques, bien évidemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le public et les usagers sont, je dirais, plus curieux peut-être et moins concentrés sur un seul stylistique. Ils viennent voir des choses très différentes. C'est aussi un peu un travers de la situation puisque nous avons un public qui est un peu volatile dans la mesure où il va venir, il y a une forme évidemment de consommation par rapport à ça, il va venir écouter telle chose et telle chose. On a plus de mal à fidéliser, si vous voulez, y compris dans l'apprentissage d'ailleurs. C'est ça qui est assez... C'est-à-dire qu'un élève peut faire 1 an de musique et après il arrête tout, c'est ça que vous voulez dire? Alors, ou même moins? Non, c'est pas tout à fait ça. Vous allez voir, c'est vraiment très archétypique de notre société. Il va faire 4 ans de 4 instruments différents. D'accord, ils veulent toucher à tout. Voilà, ils ont envie de toucher à tout. Et ça, c'est un vrai problème. En fait, ils ont envie de s'amuser. Alors, on est dans cette logique de loisir qui prédomine. Mais je pense ça permet d'avoir une diversification des offres, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent obtenir une autonomie de pratique instrumentale ou de danse, qui veulent donc avoir, in fine, sur 3, 6, 9 ans, avoir une certaine autonomie par rapport à ce qu'ils ont choisi. Et puis, il y a des gens qui sont plus, je dirais, des badauds culturels, qui viennent et qui piochent à droite à gauche. Guy Messager, vous voulez réagir? Une petite anecdote en ce qui concerne la musique. Au moment de faire mon service militaire, les jeunes militaires partaient encore en Algérie. Et moi, lorsque on m'a questionné, le fait que je sois musicien, on m'a dit, mais écoutez, on a besoin de musiciens sur les fanfares en Allemagne, donc vous allez partir en Allemagne. Donc ça m'a peut-être, la musique, sauvé la vie. Et lorsque j'arrive en Allemagne, dans une caserne qui était à Wittlich, qu'est-ce que je vois arriver quelques mois plus tard? Johnny Hallyday. J'ai donc fait une partie de mon service militaire. C'est notre scoop du jour. À la caserne de Wittlich. C'est pour ça qu'on l'a choisi comme président. Johnny Hallyday. Donc, en fait, le scoop du jour, c'est Guy Messager qui a fait son service militaire avec Johnny Hallyday. Et vous jouiez de quel instrument? Parce que vous n'avez pas dit. Cuivre. Tout ce qui est trompette, corps, etc. Ah, bravo, bravo. Alors, Dominique Théodosis, est-ce que, donc, vous voyez, il est exactement dans l'exemple, Guy Messager est exactement dans l'exemple des élèves que vous situez actuellement. Il joue de plusieurs instruments, puisqu'il joue à la fois du cuivre et de la trompette et de... J'ai l'impression quand même que vous avez perduré un peu dans la pratique d'instruments pour pouvoir justement justifier d'arriver, ce qui n'est pas le cas forcément aujourd'hui. Voilà. Mais c'est vrai qu'effectivement, il y a une offre qui est aujourd'hui beaucoup plus ouverte. Donc l'implication, elle est toujours aussi vive, par contre, même s'ils veulent jouer d'un peu de tout? Hélas, non. Hélas, non. L'investissement est quand même légèrement en retrait. Mais c'est pas flagrant non plus. Alors quels sont les instruments qui plaisent le plus? C'est toujours les mêmes. On sait qu'en France, depuis de nombreuses années, il y a 3 instruments dominants. Il y a le piano, la guitare et la flûte. Voilà.
On suit une vie de saxophone, les cuivres, etc., qui sont des instruments que je La batterie, je ne sais pas. Alors, la batterie, de plus en plus, bon, la batterie c'est un instrument bruyant, donc quand vous avez des enfants, vous évitez la batterie. Mais non, aujourd'hui il y a des batteries électroniques, on peut jouer avec un casque, mais enfin, c'est surtout ces trois instruments qui sont très dominants sur le marché, qui restent dominants sur le marché. Merci Dominique Théodosis. On revient avec vous dans quelques minutes. Allez, je vous propose une autre pause musicale, bien sûr, dans le jazz. Et cette fois, c'est Roy Eldridge avec son groupe et pour le titre Undecided. Je t'ai appris quelque chose, Jean-Pierre. Ah oui, vous savez bien que vous n'avez pas choisi pour rien. Dominique, après, on part un peu sur l'actualité. Enfin, sur l'industrie musicale, vous vouliez en parler? Il y a une application presque directe, puisque aujourd'hui on a des luthiers de prestige. Enfin, il y a vraiment un phénomène, c'est qu'il y a une cassure totale de la facture instrumentale en France. On n'a plus du tout de fabrique pour les mêmes raisons qui ont été évoquées, c'est-à-dire le surcharge de réglementation, c'était des petites entreprises, le manque de sollicitation des fonds européens, ce qui fait qu'aujourd'hui on va dire plus de petites et moyennes entreprises. Tout le monde connaît l'histoire des pianos. Donc vous allez nous en parler au micro juste voilà. après. Julien, alors juste 1 minute 50 maxi, hein, puisqu'on est déjà 46. Non, bah 1,50, on reprend. On achète 80% de chinois. Ah oui, c'est le troisième instrument. Et vous l'avez pas aimé? Alors, c'était la flûte à bec, c'est ça? Oui. Alors, ce qui est très apprécié, c'est la flûte traversière. Oui, on va le préciser d'ailleurs, c'est pas pareil. Hein. Non, parce que la petite flûte du collège, ça n'a rien à voir. Hein. Et puis, il y a des manières d'enseigner la musique qui donnent envie ou pas aussi. Hein. Il a envie de pas du tout continuer. Le problème, c'est justement là, c'est que... Moi, quand j'ai pris des cours de batterie, t'as le mec qui fait sa pomme à côté. Oui. Allez, on y retourne. Sur IDFM, nous voici de retour au bar de l'économie. Vous venez d'entendre le groupe de Roy Eldridge avec le titre Undecided. Alors, nous parlons musique pour cette deuxième partie d'émission avec Dominique Théodosis, le directeur de l'école de musique et de danse d'Anguin-les-Bains. Alors Dominique, la facture d'instruments en France, je le rappelais en introduction, eh bien, on a quand même... il faut savoir que l'industrie musicale française a beaucoup augmenté ses recettes à l'international, puisqu'elle atteint 293 millions d'euros. Mais vous dites, il y a certains fabricants, on n'en voit plus, les savoir-faire sont partis. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu une fracture, si je puis dire, dans la facture d'instruments, dans la mesure où la France était encore détentrice, il y a une dizaine d'années, d'un certain nombre d'entreprises, de moyennes entreprises ou de petites entreprises, voire d'ateliers de lutherie assez semi-industriels, on va dire, et qui donc se sont retrouvés en forte concurrence avec le marché chinois, japonais d'abord, puis ensuite chinois et asiatique maintenant, plus généralisé, Indonésie en particulier, qui est en train de monter. Et donc, elle s'est réservée, comme dans beaucoup d'autres secteurs, les instruments de prestige. Donc nous avons toujours aujourd'hui des grands luthiers, on a un véritable savoir-faire traditionnel, mais malheureusement ils ne touchent pas et ne concernent pas le public, ils touchent exclusivement que des grands interprètes qui sont susceptibles d'acheter des instruments assez onéreux. Pour le reste, malheureusement, on est vraiment sur du marché très grand public. Donc ça représente quand même des pourcentages très très élevés. Je ne peux pas vous les donner comme ça. Mais il y a eu une étude qui a été faite en 2017 par le CREDOC au sujet justement des investissements industriels dans la musique. Et c'est vrai que ça a fait apparaître cette fracture d'autant plus cruellement. En fait, ce que vous voulez nous dire, c'est qu'il faudrait ce qui a été fait pour les jeux vidéo, c'est-à-dire le crédit d'impôt qui a été fait. Vous dites en fait qu'il y a trop de normes, trop de charges.
Et s'il faudrait qu'on mette en place le crédit d'impôt qui a été mis en place pour les jeux vidéo pour que l'économie reparte dans ce domaine. Absolument, je pense que ce serait de toute façon une très bonne chose. Je pense qu'il faut aussi solliciter tous les fonds européens qui sont malheureusement relativement peu sollicités, parce qu'il y a des vrais savoir-faire. Il existe toujours des entreprises comme Selmer, puisque M. Céline disait qu'il était... voilà, donc il y a Playel, mais vous voyez, une marque comme Playel est une marque qui est en souffrance absolue depuis des années, alors que c'est quand même la référence du piano français pendant des siècles, et qu'aujourd'hui elle est vraiment contrainte, elle est redevenue une entreprise artisanale de quelques personnes. Et je précise que Ignace Playel a vécu à Saint-Prix, la maison de Ignace Playel, alors elle n'est pas visitable, mais enfin on peut passer devant. Voilà, peut-être un nouveau musée à venir un jour à Saint-Prix. Merci Dominique Théodosis. Quand même un petit peu d'actualité pour l'école de musique et de danse. Alors, les prochaines rencontres, concerts, c'est quand? Ce soir. Ce soir et demain. Donc, non, pas de temps. Le mois de mai et le mois de juin sont de toute façon traditionnellement très chargés. Alors ce soir, on a un concert qui est le concert d'été classique, le concert classique d'été avec... nos grands élèves qui interprètent Bach avec l'ensemble orchestral d'Anguin. Ça, c'est pour la partie stricto sensu classique. Demain, nous recevons un maître du piano, M. Cabasso, qui va venir pour un masterclass. Et il y a donc un récital gratuit dans notre auditorium de 150. À quelle heure? À 20h. À 20h, donc ce soir, et à 20h demain. Voilà. Et alors, quels sont les concerts qui ont le plus rencontré de succès sur l'année 2017-2018? Quel est le style de musique qui a le plus plu, qui attire le plus? On a eu une fréquentation à peu près sur notre auditorium de 150 places. On a eu une fréquentation d'environ 3000 personnes. On ne peut pas dire que c'est justement cette segmentation et cette diversification des goûts qui fait qu'on a presque fait salle pleine à chaque fois qu'il y a eu une masterclass de piano d'Anguin avec des maîtres absolus de Jean-Philippe Collard, Claire Désert, etc. Donc ça, on était chaud. Après, on a pas mal de succès avec du jazz contemporain, c'est pour ça on va un peu de musique actuelle et évidemment tout ce qui est stricto sensu très événementiel, quand on a fait par exemple une signature conférence d'un livre dédicace sur les Rolling Stones, ça attire du monde. Bien sûr. Merci beaucoup Dominique Théodosis pour toutes ces informations. Et puis on rappelle donc les deux concerts, un ce soir, un demain, à 20h à l'école de musique et de danse boulevard Hippolyte Pinot à Anguin-les-Bains. Et puis aussi ce soir, bien sûr, pour ceux qui veulent voir le tournoi de e-sport, c'est aussi à 20h. Bon, ça commence avant sur écran géant. Venez voir, c'est quand même phénoménal. C'est mondial, c'est un événement mondial, c'est un tournoi mondial, je rappelle, donc c'est une première en France. Allez, tout de suite, c'est l'heure des infos de Chloé. Bonjour Chloé. Bonjour à tous. Une catapulte pour mettre les satellites en orbite. On se croirait presque dans un tome d'Astérix et Obélix, mais c'est pourtant vrai. La start-up américaine Spin Launch souhaiterait pouvoir envoyer des objets dans l'espace grâce à une centrifugeuse géante électrique. La start-up a d'ailleurs réussi à réunir des fonds élevés à 40 millions de dollars ce jeudi 14 juin, qui lui servirait à mettre des petits satellites en orbite grâce à une catapulte électrique. Une alternative aux fusées beaucoup moins chère. Mais c'est beaucoup trop généralisé de dire que ce n'est qu'une simple catapulte, parce qu'en réalité ce serait comme un lancer de marteau, donc une sorte de catapulte tournante, qui serait capable d'atteindre une vitesse de 8000 km/h. Pour vous donner une idée, ça équivaut à environ 9 fois la vitesse d'un avion de croisière moyen. Seconde info du jour, Chloé. Une pénurie de bière. Une pénurie de bière pendant une Coupe du Monde. On dirait un titre de thriller anglais, mais vous ne rêvez pas. En effet, il n'y aurait pas assez de dioxyde de carbone, un ingrédient majeur dans la production de boissons gazeuses comme la bière. Le phénomène est si important que certaines usines fournisseuses de CO2 sont momentanément fermées. Mais pas d'inquiétude, la pénurie ne touche pour le moment que l'Angleterre. Mais on peut bien se poser une question, c'est comment les supporters anglais vont survivre sans bière ce mardi 3 juillet, match qui, on le rappelle, oppose la Colombie et l'Angleterre. Force à vous. Merci Chloé. Troisième info. Boycott du mot race dans le projet de loi sur la Constitution française. Vous le savez, en ce moment, les députés étudient la réforme de la Constitution pour un passage au Sénat en septembre prochain.
En réponse à certains amendements, plus de 1000, des députés ont réuni une commission ce mercredi 27 juin et ils ont voté pour la suppression du mot race de l'article 1er de la Constitution et veulent également introduire le mot de la sans distinction de sexe au nom de l'égalité homme-femme, la grande cause du quinquennat d'Emmanuel Macron. Cela consiste à établir d'après eux une égalité absolue, en tout cas sur le papier. En revanche, l'amendement d'Isabelle Roche, députée de La République En Marche ou LRM pour les intimes, qui souhaiterait féminiser les titres de fonction comme première ministre ou ambassadrice, qui est rejeté. Et pour être valables, ces suggestions devront être adoptées en séance publique le 10 juillet lors de l'examen de ce projet de loi dans l'hémicycle. Et pour finir, un petit point culture, le terme de race a été introduit dans la Constitution en 1946 après le nazisme, pour indiquer que toute race était égale, mais pour mettre fin aux discriminations et rejeter les théories racistes. Merci Chloé, on vous retrouve lundi pour notre dernière émission. En tout cas, bon week-end à tous. Allez, on va se quitter en musique et on va prendre notre temps, on va écouter Ray Charles, It's the Road. Jack, qui n'aime pas ce titre? Merci à tous pour votre présence.